On refait le Mac, le podcast chaque semaine. Vous retrouvez sur le site www.onrefaitLemac.com le débat high-tech numéro 1 en France. Cette semaine, nous sommes au siège d'une entreprise qui a énormément fait buzzer cette semaine. Nous ne sommes pas à Cupertino, mais à Paris. Tous les détails, c'est dans le sommaire. Dire que Free s'inspire beaucoup d'Apple est un euphémisme. Ses publicités sont des copier-coller de celles de l'iPad. L'opérateur aime cultiver le secret. Il dispose, comme la pomme, d'une fidèle communauté d'utilisateurs. Il a mis en place un marketing viral redoutable, déclenchant un buzz phénoménal, digne de Cupertino pour le lancement de Free Mobile, jusqu'à l'organisation d'une keynote avec sur scène le gourou de la marque. Explication avec Xavier Niel, le patron de Free, et retour sur un lancement aussi phénoménal que chaotique. Pour tout savoir sur Free Mobile, on refait le Mac épisode 86 spécial Free Mobile avec Xavier Niel. Chaque samedi, retrouvez On refait le Mac en vidéo sur le site www.onrefaitLemac.com, mais également sur le portail high-tech Clubic et sur electronlibre.info. Le podcast est également disponible en téléchargement sur iTunes ou en streaming HD via nos chaînes YouTube, Dailymotion, Watt et Vimeo, mais aussi sur mobile et tablette via nos applications iPhone, iPad et Android. Sans oublier chaque mois sur le CD-ROM du magazine iCreate. Avec moi cette semaine autour de cette mosaïque numérique, Monsieur X est ancien responsable d'Apple qui avance visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonjour Olivier. ORLM, ça devient le salon VIP le plus couru de Paris. Je me sens tout petit, moi. Sois pas modeste, écoute. Autre invité que vous connaissez bien, autre chroniqueur que vous connaissez bien dans On refait le Mac, c'est Rodrigo Sepúlveda-Schultz, investisseur, podcasteur, entrepreneur. Bonjour Rodrigo. Salut. En compagnie de notre invité aujourd'hui, j'ai envie de dire juste podcasteur. Juste podcasteur aujourd'hui, vaut mieux, pour pouvoir parler. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu dans On refait le Mac depuis le direct. C'est Emmanuel Paquette de l'Express. Bonjour Emmanuel. Bonjour journaliste à l'Express. Alors bien sûr, tu as prévu de nous présenter la magnifique couverture du magazine L'Express. Bien sûr, j'ai oublié. Bon, donc la magie de la télé, clac, voilà, elle apparaît à l'écran. Merci le monteur. Et dernier invité que vous connaissez bien également dans On refait le Mac, que vous avez vu dans le dernier direct qu'on a fait au mois d'octobre, il s'agit d'Emmanuel Torregano du site electronlibre.info. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Qui a 1 heure de retard pour l'enregistrement, mais tout va bien. C'est dit. Voilà, et invité exceptionnel dans On refait le Mac cette semaine, c'est Xavier Niel, qui est le patron de Free et de Free Mobile. Bonjour Xavier, merci de nous accueillir chez vous. Je suis pas tout seul, moi je suis pas tout seul, j'ai mon téléphone, mon iPhone. Ah, exclu Lulu. Free, je sais pas si ça se voit, si ça marche. Oui, Free 3G, ça marche, ça y est alors. Ça marche pour de vrai. Je précise que nous enregistrons jeudi soir, donc avant l'arrivée des premières cartes, d'après ce que j'ai compris, qui ne devrait pas tarder. Voilà, j'ai rien dit. Xavier, quel buzz, hein, Xavier, autour du lancement de Free Mobile, hein, ça a commencé avec votre tweet. The rocket is on the launchpad. Il a fait... Ben oui, moi j'ai encore besoin. Qui a énormément fait parler sur les réseaux sociaux. Près de 1000 tweets par jour, 500 articles de presse référencés sur Google. Selon la Tribune, les retombées de votre campagne de marketing viral avant le lancement de Free Mobile est estimée entre 7 à 8 millions d'euros. C'est une campagne de marketing viral pour le moins efficace et ça nous a beaucoup fait penser à Apple, Xavier Niel. Il y a beaucoup de parallèles entre vous et la pomme. On va beaucoup en parler aujourd'hui. Ce marketing viral, c'est quelque chose qui vous tient à cœur? C'est quelque chose que vous avez mis en place, planifié de longue date? Non, ça part tout seul. Ici, on a beaucoup de geeks chez Free, donc ça part un peu tout seul. Après, c'est pas du tout planifié, ça marche. Les idées arrivent, ça prend. C'est vrai. Vous êtes d'accord? J'ai le droit d'essayer. Vous êtes d'accord avec les 7 à 8 millions d'euros de pré-lancement? Je sais pas comment on arrive à quantifier. En fait, je pense qu'un article, c'est bien mieux que de la publicité. Donc, je pense que ça a une valeur supérieure. Oui, je vous confirme. Donc, voilà. À partir de ce moment-là, je pense que et qu'après, on essaie de transformer des articles en publicité, ce qui n'a pas de comparable. Très bien. Ça t'a fait penser à Apple, Emmanuel? Toi aussi, le parallèle, le lancement de Free Mobile, concrètement?
Ça remonte même à la Freebox. Oui, bien sûr. On va en parler. Ce changement d'image. Visiblement, c'était même, alors vous me corrigerez si je me trompe, mais une demande de Xavier Niel auprès de sa nouvelle agence de communication, en l'occurrence Digital Factory, qui appartient à Vente Privée, un ami de Xavier Niel, monsieur Grandjean. On va en parler. Et je sais qu'il a demandé une campagne de communication très proche des codes d'Apple. Basé sur tout ce qu'on peut faire avec la Freebox. Sur FreeMobile, ça sera probablement un peu différent parce que là, on est dans un métier de réseau. Enfin, cela dit, dans la DSL et la fibre aussi. Mais le terminal final, là, c'est pas Free qui le fait, il le contrôle pas. C'est un iPhone, c'est un Sony Ericsson, c'est un HTC. Donc, c'est un petit peu plus dur de communiquer sur ce type d'offre. Alors, la campagne de communication, tu en as parlé, c'était un sujet qu'on voulait aborder. Xavier, on vous a préparé une petite vidéo, à savoir, effectivement, la campagne de communication, c'est ce qui est le plus frappant, l'analogie entre Apple et Free. Et on s'est amusé, notre monteur, François Montan, à coller le son de la pub iPad sur la dernière pub de la Freebox Révolution. Voilà ce que ça donne. Tout de suite, les images. C'est ce que nous croyons. La technologie seule ne suffit pas. Plus rapide, plus fin, plus léger. Tout ça est très bien. Mais quand la technologie s'efface, tout devient plus plaisant, voire magique. C'est là que le bond en avant se produit et que l'on obtient ceci. Alors Xavier Niel, là on vous prend la main dans le pot de confiture, l'analogie est grande, c'est presque minuté, plan par plan, la pub Freebox et celle de l'iPad. Non, moi je trouve qu'on ressemble plutôt aux pubs Samsung, mais c'est un avis personnel, je trouve qu'on est plus proche de Samsung, et je trouve qu'Apple copie beaucoup sur Samsung, sur les terminaux, tout ça, je trouve que c'est très proche. Donc ce que disait Emmanuel Paquet est absolument faux. Vous n'avez absolument pas donné des directives pour que votre campagne de com ressemble à celle d'Apple. On ne cherche pas à faire comme ça. Qu'est-ce que l'on fait ? Quelles sont les analogies ? Les analogies sont sur la présentation du produit. Nous, on est qu'en musique. Là, il y avait des paroles. Nous, on est qu'en musique. On a fait un choix d'une musique. Mais il y a encore une fois une marque qui a réussi à créer des codes qui sont des marques, qui sont des codes assez importants pour la technologie et dont tout le monde s'inspire. Il y a une volonté aussi certainement, mais on va en parler au moment où on parlera des Finnotes, de monter en gamme et de construire une image un peu plus premium de Free, j'imagine, en sortant un petit peu de l'image du low cost que vous étiez auparavant et encore aujourd'hui. Non, plus que de sortir du low cost, parce que je pense qu'on n'a jamais fait du low cost. Je sais qu'on a toujours cette image-là, mais ça n'a jamais été notre truc. Non, c'est plutôt d'aller toucher d'autres publics que nos publics habituels de geeks. Je pense que c'est ça plutôt l'idée, que de sortir du low cost ou pas sortir du low cost. Notre truc, ça a toujours été de faire du produit technologiquement avancé à bas prix. Donc c'est toujours l'idée, c'est de dire que pour en avoir plus pour moins cher. Monsieur X, qu'est-ce que ça t'a inspiré la première fois que tu as vu cette pub ? Tu t'es dit waouh, là ils y vont fort. C'est pas moi qui l'ai vu en premier, c'est une de mes filles et elle a cru que c'était une pub iPad, j'exagère pas. Voilà, moi j'ai plutôt eu une réaction de consommateur, j'étais un gros fan des anciennes pubs avec Rodolphe, voilà, donc moi je pense tout simplement que Free avait pas besoin de ça et je me reconnaissais plus dans les pubs avec Rodolphe. C'est plutôt ça que j'ai eu comme volonté peut-être d'aller vers plus de grand public, oui, monsieur. Maintenant en termes de ressemblance avec Apple, oui évidemment, mais sincèrement mon sentiment c'était de dire je pense que Free a pas besoin de ça, donc j'ai été un peu interloqué. On parle de Rodolphe et puis de la dernière publicité de Free, mais entre les deux il y a eu Mr Free. Vous vous en souvenez un peu alors il est passé très vite. Ça n'a pas duré très longtemps celui-là. Assez vite. Je crois que c'est Xavier Niel qui a eu la peau de Mr Free. Et donc je voulais savoir pourquoi la campagne vous a déplu, qu'est-ce qui s'est passé, puisque l'agence elle a été sortie, la pub elle n'existe pas, et Mr Free a à peine duré quelques mois, quoi. Moi ça me plaisait pas, donc j'étais pas le seul, ça accrochait pas, je trouvais que ça prenait pas, je comprenais pas. J'aimais juste bien quand il y a un truc qui sortait des cheveux. C'était un peu décalé, mais sur le reste j'accrochais pas trop. Voilà, donc derrière on change. Mais si vous regardez dans l'histoire de Free, on a changé en 10 ans, on a dû changer 10 fois pas d'axe, mais 10 fois d'idées. La vraie rupture, elle est sur la dernière Freebox, avec l'arrêt des scénettes comiques. Rodolphe, il a fait son temps, c'est toujours la même chose, donc on a commencé à l'épuiser pendant quelques temps. Je vous rappelle qu'avant Rodolphe, on avait fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, Crétin.fr, que j'aimais bien. Ouais, ça avait fait beaucoup sourire chez Orange. Moi j'adorais ça, mais bon, j'adorais ça.
Voilà, mais c'était bon. C'est pigeon.fr maintenant. C'est un peu le même thème, mais c'est toujours le thème de lancement. C'est des thèmes assez habituels de lancement, c'est de dire vous êtes des pigeons dans votre offre et venez vers nous. On va en parler du discours. Autre analogie donc avec Apple, c'est le gourou, le patron charismatique à la tête de la compagnie. Ça, c'est un élément fort qui permet de vous avoir comme point commun avec Apple. Alors Steve Jobs, c'était plutôt la chemise noire, ou le t-shirt noir, c'est la chemise blanche. Le fait d'incarner une entreprise, vous pensez que c'est un argument favorable pour les consommateurs plutôt que d'être en face d'une entreprise sans visage ? Je crois que le truc il est différent, c'est que vous avez des sociétés qui sont des sociétés contrôlées par les gens qui y bossent et des sociétés qui ne sont pas contrôlées par les gens qui y bossent. Voilà, donc ça vous donne une liberté très différente, ça vous permet de faire des choses extrêmement différentes. Je pense pas qu'un dirigeant de chez un de nos concurrents, par exemple dans le mobile, serait capable de traiter les clients de ses concurrents directs de pigeons. Donc c'est ça le truc. Donc ça donne une liberté de ton supérieur, ça permet de dire des choses différentes, de faire des choses différentes, d'avoir une liberté différente. Quand on part sur un produit comme la Freebox, qui est des produits que l'on crée avec des cycles de vie, avec des cycles de création de 3 ans, l'investissement pour au bout peut-être se planter, être obligé de changer, n'est pas toujours possible dans des boîtes qui cherchent une rentabilité à 6 mois. Il y a quand même une volonté de construire une image, Xavier. Avant l'émission, vous nous parliez de vos chemises blanches. Il y a quand même une volonté de formater votre image un petit peu. Non, c'est pas de la formater, c'est d'être reconnaissable. La volonté, c'est celle-ci, donc c'est d'être... Je vois un monsieur Corse là au milieu de mon écran, j'ai l'impression que lui-même est toujours habillé de la même manière quand il présente l'émission. Absolument pas. Vous pouvez vérifier de semaine en semaine. Absolument pas. Mais donc c'est simplement d'être reconnaissable dans un exercice de communication qui est un exercice. Vous n'avez pas une chemise blanche sous la main, pas loin, non, c'est ça ? Si, vous êtes moqué, vous trichez parce que vous utilisez ce qu'on dit avant. Donc quand on fait ce genre de conneries, on finit par avoir des tâches. Donc comme pour éviter ce genre de machin, on a toujours à côté de soi une chemise de rechange. La chemise de rechange qui permet d'en changer si on a un problème ou une tâche. Voilà, c'est fantastique. Bon, on est d'accord. Donc il y a quand même une volonté de rentrer dans un petit uniforme et de vous construire une image. Construire une image, c'est d'avoir toujours la même image quand on parle en public. Ouais. Voilà. On voit qu'en gros aujourd'hui le budget par exemple de communication en publicité pour Orange, c'est de l'ordre de probablement plus de 150 millions d'euros par an, tous médias confondus. Vous allez surtout taper sur de la télévision, je suppose, pub télé. Et puis le reste, c'est beaucoup de bouche à oreille ou beaucoup d'interviews de vous. Le buzz. Beaucoup de communication, beaucoup de buzz. Donc vous allez avoir un coût d'acquisition client qui va être bien moindre que vos concurrents, ce qui est répercuté sur votre offre. Donc, est-ce que c'est ça aussi votre stratégie ? C'est-à-dire, c'est vous qui représentez la marque, qui faites la com, et du coup, ça permet après de moins dépenser et d'avoir un coût d'acquisition client moins élevé que vos concurrents. La com, en fait, elle est surtout faite par les abonnés. En fait, ils sont contents de leurs produits, ils en parlent à leurs camarades, et on crée le buzz. Et si le produit est mauvais, ça marche pas. Donc, quand on fait un bon produit, ça marche. Quand on fait un mauvais produit, ça prend pas et ça marche pas. Derrière, le reste de la com, il est que la suite logique de ce que l'on dit. On a une énorme chance. On a une énorme chance chez Free, c'est que quand on est un média et qu'on parle de Free, on fait de l'audience. Je crois qu'il y a plusieurs médias qui ont battu des records d'audience cette semaine liés à Free. Vous verrez, vous le direz en live. Il y a plusieurs médias qui ont battu des records d'audience jamais vus grâce à Free. Donc derrière, on est un peu dans un truc qui tourne et qui marche assez bien. Il y a un parallèle depuis très longtemps entre Apple et Free. On parle de David contre Goliath. Free, c'était l'anti-establishment. Et Free devait se battre contre les gens qui étaient déjà abonnés chez Orange et chez SFR ou chez les autres. Chez les opérateurs historiques. Il y en avait d'autres. C'était la même chose, si on se souvenait, avant l'iPhone, avant que les gens aient un contact plus intime avec la marque Apple, les gens qui avaient un portable Apple, un ordinateur Apple, évangélisaient leurs amis, évangélisaient leur communauté, et c'est eux qui faisaient la force commerciale de l'entreprise. Et Free était comme ça. Quand on était abonné chez Free dans le temps, on se disait, il faut que tu passes chez Free parce que c'est mieux, parce que c'est plus rapide, parce que c'est plus innovant. Et c'est là peut-être l'ADN qui est le plus proche entre les deux sociétés. Emmanuel bouge la tête. Emmanuel a des problèmes de Freebox. Non. Mais il est payé pour ça, rassurez-vous. Il est là ici, il est payé pour ça. Vas-y, Emmanuel. Il est payé pour ça, voilà. Rodrigo a dû oublier que Microsoft est entré au capital d'Apple. Par l'Express. À ma connaissance, Orange n'est pas encore rentré au capital d'Iliad. Peut-être que ça arrivera. Mais donc, il y avait des relations quand même plus compliquées entre Microsoft et Apple. Bill Gates a participé à des keynotes. Stéphane Richard, pas encore chez Iliad. Peut-être qu'un jour, il a été cité dans la présentation.
présentation, il a été cité, remercié, félicité. C'est en tant comme que directeur du cabinet de Christine Lagarde, c'est ça, hein? Donc je mettrai cette nuance concernant la remarque de alors, oui, monsieur X. Oui, non, je voulais simplement dire pour compléter Rodrigo, ce qui pourrait paraître une similitude qu'il a décrit, l'est pas forcément. En tous les cas, il y a l'envers de la médaille. Moi, ce que j'ai compris du message de Xavier Mardy, c'est qu'il y avait une volonté, en tous les cas c'est le message, de démocratiser l'usage du smartphone par le prix. Là où démocratiser l'usage de la technologie par le prix n'a jamais été le message d'Apple. C'est moins qu'on puisse dire, monsieur X. Et jamais dans la volonté de Steve Jobs. Hein. Donc le parallèle s'arrête là où, on va dire, le message s'arrête là. En baissant les prix sur la partie service du mobile, on aide à l'achat du smartphone. Sur Twitter, il y avait un truc qui était dit, c'était tu suis les keynotes d'Apple pour savoir comment tu vas dépenser ton argent et celle de Free pour savoir comment tu vas en économiser. Et je pense que les gens qui vont économiser de l'argent sur leur abonnement... Non, je reprends qu'une phrase qui a été dite sur Twitter que j'ai beaucoup aimé, je le concède. Mais je pense que les gens qui vont économiser sur leur abonnement, c'est leur donner des moyens supplémentaires pour s'acheter au bout un smartphone et accéder à un smartphone, que ce soit un iPhone ou autre chose. Mais je pense que c'est extrêmement important parce que c'est une démocratisation du smartphone à budget équivalent. Aujourd'hui, je peux avoir un smartphone alors qu'avant je ne pouvais pas en avoir un. Et d'ailleurs, ce qui va un petit peu dans votre sens, et vous me corrigez si je me trompe, mais je crois que sur l'internet fixe, sur les box, vous êtes l'opérateur qui a le revenu moyen par abonné le plus élevé. Alors que c'est vous qui avez imposé sur la VOD 99 grâce à la VOD et les services annexes. Donc sous une image de low cost, enfin en tout cas vous attaquez le bas du marché, mais après vous poussez les gens à consommer d'autres éléments et ça fait augmenter la facture moyenne globale. Alors, pour revenir sur l'idée du noyau dur de la communauté d'utilisateurs, c'est un thème fort, un parallèle fort avec Apple. On a les fanboys d'un côté, dont beaucoup sont autour de cette mosaïque numérique, même si on essaye de temps en temps de dire des vérités sur Apple, ce qui n'est pas toujours évident. Et de l'autre côté, les freenotes, c'est vraiment votre noyau dur, et ce sont vos prescripteurs, vos évangélistes du marché. C'est quand même un luxe aujourd'hui, et c'est tout ce qui manque à vos concurrents aujourd'hui, qui ont plus tendance à fidéliser à coup de prime opérateur. Donc aujourd'hui, c'est votre force. En clair, vous êtes certain que, comme à l'image d'Apple, ces gens-là vont, j'en connais beaucoup autour de moi, s'abonner presque les yeux fermés en n'ayant aucun retour sur la viabilité et sur la sûreté du réseau, même si je ne doute pas que ça fonctionne, bien sûr, mais au-delà. Non, je crois que c'est une des forces, mais les forces, elles sont plus nombreuses. Le premier, c'est qu'on est dans une entreprise où la technique et la technologie dirigent l'entreprise, c'est-à-dire que ce ne sont pas des dirigeants marketing ou des dirigeants financiers qui, chez Free, font le produit ou créent le produit ou font les prix. C'est fait d'une autre manière, et puis cet élément ou cette particularité fait que l'on crée ensuite des gens qui aiment bien Free, qui apprécient Free, avec lesquels on dialogue toujours et depuis toujours, et puis ça fait partie des quelques éléments de Sans doute, Xavier, si je peux me permettre, vous avez avec plaisir. Vous avez besoin aujourd'hui, parce que le lancement de Free Mobile est un gros investissement, de faire de la part de marché. Vous avez certainement pas, par exemple, si on utilise toujours cette comparaison, les mêmes marges qu'Apple, et ça passe pour vous, pour votre avenir, par avoir beaucoup de clients, et beaucoup de clients, c'est forcément au-delà de la communauté Free, et donc de la communication, qui est plus de la communication de masse. Donc je veux bien que les gens du marketing prennent le pouvoir, j'adore ça, ça me plaît beaucoup. Mais je pense que vous leur donnez de temps en temps aussi un petit peu des coups de pied aux fesses pour qu'ils arrivent à passer à cette communication de masse. C'est sans doute aussi une obligation. Sur le risque que représente Free Mobile, c'est une année d'EBITDA pour Free, c'est-à-dire que c'est une année du cash dégagé par Free, l'investissement dans le mobile. C'est à peu près le même prix que quand on a acheté Alice. Donc la mise en risque, on va toujours faire croire que oui, qu'on a des choses à négocier, mais elle est, somme toute, un tout petit peu relative. Et le 313 millions l'an dernier ? Non, c'était en résultat net, mais si tu veux, le cash dégagé, c'est 313, après il faut que tu rajoutes l'impôt et un certain nombre de choses. Le cash dégagé l'année dernière, c'est l'EBITDA, c'est plus de 800 millions d'euros. Alors après, on réinvestit sur la fibre, vous allez en parler, de plein d'autres choses. Ouais. Mais il y a des... Vous êtes sûr d'investir sur la fibre, vraiment ? Un petit peu, ouais, quand même. Fibre optique, FO. Non. Et donc, ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que les gens qui travaillent chez Free et à qui appartient Free, c'est avec leur argent que ça a été payé, et pas avec l'argent, ou marginalement avec l'argent du marché. Donc on est dans un modèle où les gens qui sont ici et qui ont envie de bosser ici, ils ont envie de s'amuser, de s'éclater. On les montre jamais, mais je vous promets, des gens comme Rani ou d'autres ici se sont éclatés à créer ce réseau, s'amusent comme des fous. Et tant que ça marche comme ça,
Très franchement, je préfère qu'on ait 5 millions de clients et que tout le monde soit ravi que 15 millions de clients et que tout le monde soit malheureux, parce que si on est tous malheureux, on partira tous et on fera autre chose. Et c'est pas de ça dont on a envie. Alors je préfère qu'on ait 15 millions de clients et que tout le monde soit heureux, c'est encore plus idéal, mais c'est pas vraiment notre sujet. Notre sujet, je préfère maintenir une cohésion ici de gens qui sont toujours les mêmes depuis des années, qui sont heureux. Ouais, cette volonté je dirais que ça soit les dirigeants, le vrai board de l'entreprise et les têtes pensantes qui donnent la stratégie contre les issues du marché, c'est aussi un point commun avec Apple. Du moins, ils ont cultivé cette image. Autre image qu'ils aimaient cultiver, c'était une réalité, c'est le fait que Apple ne reverse pas de dividendes à ses actionnaires. Qu'en est-il de la même manière, sur les 880 millions d'euros, 800 et quelques millions d'euros d'EBITDA ou les 300 et quelques millions d'euros de résultats nets, on a versé un peu plus de 10 millions d'euros de dividendes l'année dernière. C'est fantastique, je crois 15. C'est fantastique, mais ça représente un taux de reversement de 5% du résultat net ou de, 2% de l'EBITDA. Donc on est dans des versements de dividendes qui, dans le secteur des télécoms, sont les plus faibles au monde. Et dans le même temps, parce que les deux sont liés, on est aussi l'opérateur télécom le moins endetté au monde. Un petit mot sur Apple. Messieurs, vous intervenez quand vous voulez, mais juste un petit mot sur Steve Jobs. On a brièvement parlé de lui. C'est quelqu'un qui vous avez déjà la chance de croiser, de fréquenter ou pas du tout ? Oui. Allons-y. Et alors ? So what ? C'est des choses personnelles et juste public. Moi, je l'ai rencontré au C-Cob il y a très longtemps. C'était un salon informatique. Je sais pas si vous vous souvenez. Ça ne rajeunit pas. Non, j'avais un Apple II. J'étais très fier de mon Apple II. Je sais même pas si j'avais déjà un Apple II. Voilà. Et puis après, il a disparu un peu de mon paysage. Et après, grâce à un garçon qui s'appelle Tony Fadell, avec qui je suis très copain et que j'aime beaucoup, inventé un thermomètre fantastique. Je vous invite à le regarder. Puis être de nouveau être en contact et refaire des choses. Mais c'était pas vraiment professionnel, c'était plus sur des idées plus larges. L'évolution peut-être d'aller vers une cible plus grand public qui est par exemple illustré par votre campagne publicitaire de la Freebox. C'est aussi une volonté d'avoir un discours pédagogique, de rassurer. Le design, c'est important pour rassurer. Ça aussi, c'est un élément fort de la comparaison avec Free. On a vu l'année dernière sur scène, lorsque vous avez présenté la Freebox Révolution, votre designer qui était avec vous, un certain Philippe Stark, un jeune qui débute. Alors, pourquoi du design ? C'est aussi une volonté de faire comme Apple ? Non, enfin là-dessus, c'est vraiment quelque chose que nous a appris Apple et c'est quand même. Non, mais je citerai pas le nom de la personne parce que ça serait repris systématiquement et ça serait un problème pour lui, mais pour d'autres. Tony Fadell ? Non, justement, mais c'est une autre personne. Mais le sujet était de dire. Petite parenthèse, Tony Fadell, pour ceux qui ne savent pas, c'était l'un des inventeurs de l'iPod et vous l'avez dit. Et de l'iPhone après. Voilà, et l'iPhone après, qui aujourd'hui a lancé sa propre start-up et fait un petit thermostat automatique intelligent connecté, génial. C'est superbe. Qui s'appelle Nest. Voilà, vous avez des images à l'écran en vidéo et on espère que ça arrivera en France, domotique donc. Oui, donc en fait, un jour, une personne qui n'est pas Tony Fadell mais quelqu'un d'extrêmement haut placé, voire au top d'Apple, m'a dit mais je comprends pas ton truc, vous faites des produits absolument fantastiques, vous emmerdez sur des années à faire des produits au niveau des choses connectées à la télé qui sont parmi les plus hauts au monde et tu t'emmerdes pas à dépenser quelques euros de plus pour avoir un design qui va tout changer à la perception de ton produit. Ça m'a paru mais tellement évident. Mais je me dis mais putain c'est tellement limpide et comme souvent d'ailleurs chez Apple c'est tellement limpide qu'il faut le faire. Et alors après quand on est en France, qu'est-ce que l'on a comme designer ? On a essayé de faire des designs internes, ça n'a pas marché et on s'est dit quels sont les designers qu'on peut connaître en France, qui sont un peu notoires, qui sont bons. Et donc on a travaillé avec Philippe pour aller faire le design de la Freebox Révolution. Alors, moi je me tourne vers Monsieur X. Un des soucis, une des forces du designer d'Apple, à savoir Jonathan Ive, c'est qu'il est vice-président de la compagnie, donc il a un pouvoir de décision, il n'est pas simplement externe à la boîte. Et on sait qu'il y a une forte proximité entre le design extérieur de la boîte et l'intérieur, l'interface. C'est la vraie force d'Apple aujourd'hui, Monsieur X, pas forcément celle de Free. Ça l'a été pendant très longtemps. Aujourd'hui, j'en sais un petit peu moins, mais effectivement, on a même vu des situations un peu bizarres où une forme était imposée par Jonathan Ive. On pense par exemple à l'iMac qui avait une forme de tournesol. Et puis l'engineering était chargé d'inventer une électronique qui allait rentrer là-dedans quoi qu'il arrive. Donc c'est même poussé à l'extrême parce que la perception de l'objet, que ce soit les matériaux, la forme, est quelque chose d'extrêmement important. Ça va même jusqu'au packaging
chez Apple. Est-ce que c'est le cas chez Free ? Je ne sais pas si ça a été poussé jusque-là, mais le changement est notoire, en tous les cas, de moi ce que j'en ai vu, parce qu'au moins les produits ont une cohérence maintenant au niveau de la Freebox. On n'a pas un boîtier dont on a l'impression qu'il n'a pas été conçu par la même personne que la personne qui a fait la télécommande. Donc déjà, l'unité en termes de peau extérieure et représente un grand changement. C'est pas encore tout à fait le design au sens Apple, où le design n'est pas l'enveloppe extérieure, mais la conception du produit et l'interaction complète entre l'utilisateur et le produit. Mais il y a un pas significatif, c'est indéniable. Ouais. En clair, c'est plus peut-être encore de l'habillage plus que du design aujourd'hui, non ? On a vraiment du design. Sur la génération de bugs suivante, on va encore plus loin là-dedans parce qu'on apprend. C'est avec le temps, on apprend, on devient à chaque fois un peu meilleur. Je vous invite à regarder le packaging qui a été fait de manière intelligente. C'est un vrai changement pour les opérateurs. Il y a vraiment de l'argent dans le packaging. Et puis on essaie d'avancer. Mais on fera toujours de l'intégration qui ira plus loin parce que encore une fois, il y a eu un jour une révélation et qu'on a compris que ça coûte pas très cher et que ça change tout en perception. Est-ce que Free n'aurait pas intérêt à intégrer une personne qui aurait ces qualités, un peu à l'image de ce qu'il y a chez Apple avec Hive? Alors on travaille, alors on n'est pas sur une seule personne, mais aujourd'hui on a intégré un ergonome, qui est quelque chose qui était révolutionnaire ici. Je crois que dans le secteur, je crois qu'il y en a chez Orange, mais à part ça, sur le secteur, c'était pas quelque chose de... Donc il y a des gens chez Orange, ça c'est une info. Non, méchant. Non mais donc on a intégré un ergonome et puis on travaille autour de cette idée-là sur le design. L'énorme problème, c'est que pour l'instant on se sent toujours pas en confiance. On sous-traite très peu de choses. Si on sous-traite le design, c'est qu'aujourd'hui on ne se sent pas confortable avec les choses légitimes, avec les choses faites en interne. Avec le temps, je pense que ça viendra. On a tendance à épuiser un peu tout. Mais avec Philippe, on a travaillé en complète... Philippe était un camarade par ailleurs, on a travaillé en complète confiance et il avait un vrai pouvoir décisionnel. C'était compliqué à faire passer c'est dans un monde de geeks techniques, d'avoir un design qui au premier abord... À quoi ça vous servirait d'avoir un designer, sachant que la tendance globale, et c'est aussi un risque je pense pour Free et son image, c'est que la box disparaisse et intègre le téléviseur à un moment ou à un autre. Donc faire le design d'un truc qui va disparaître, quel est l'intérêt? Et en revanche, Free se fait phagocyter par LG, Samsung et d'autres, si à un moment donné il faut intégrer un téléviseur. Donc est-ce que le risque de Free, c'est pas de disparaître totalement? Déjà sur le mobile c'est le cas, parce que vous êtes infrastructure. Et oui, bien sûr. Et donc les terminaux, on va l'acheter, mais après on voit plus Free. Et est-ce que l'avenir de la box, c'est pas ça, c'est d'intégrer un téléviseur? Et à ce moment-là, on verra plus que LG by Free, par exemple, ou Samsung by Free, mais on verra plus la box, quoi. Et donc on verra plus ce qu'est Free. Pour l'instant, ce qui nous sauve, c'est le renouvellement des téléviseurs. C'est-à-dire qu'on garde un téléviseur beaucoup plus longtemps qu'une box Internet, et donc le téléviseur se démode relativement vite. Alors après, si on a des gens assez intelligents pour inventer des téléviseurs qui vivent 2 ou 3 ans, comme un ordinateur ou comme un portable, là on se met à avoir un problème important. Pour l'instant, on est protégé. On a toujours peur de faire la dernière génération de box. Donc là, on continue, on régénère une nouvelle génération de box. Pour l'instant, on est assez confortable. Mais je pense que c'est malheureusement notre destin à une échéance 10, 15, 20 ans, 5 ans, peu importe. C'est de disparaître au profit du truc. Bouygues Telecom va sortir une nouvelle B-Box. Mais quand je les ai vus récemment, ils m'ont dit que ça serait la dernière. La prochaine serait intégrée dans un téléviseur. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Si vous l'intégrez par Apple, les schémas qui sortent, ce sont des schémas de style cloud très impressionnants, c'est-à-dire vous avez en effet un processeur qui va mouliner des images qui sont des flux vidéo qui viennent de serveurs. Bon, alors je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que le cloud, mais grosso modo, ça résout le problème d'intégrer du hardware dans la télévision qui soit obsolète dans 1 an parce qu'on est passé à la génération de processeurs supplémentaires après. C'est-à-dire qu'on aurait à nouveau une plage d'utilisation de ce processeur de 4-5 ans, ce qui est grosso modo la moyenne, le régime de renouvellement pour les foyers de cet appareil. Voilà, donc est-ce que ça veut dire qu'on ne serait pas finalement, comme dit Emmanuel, à l'aube de cette nouvelle ère qui signerait l'arrêt de mort des boîtes, quelle que soit leur conception et la beauté interne, externe, à côté du téléviseur? Le problème, c'est que la garantie de qualité de service ne peut être assurée que par l'opérateur. Donc, tant que c'est l'opérateur qui assure la garantie de qualité de service, un Canal+, par exemple, ne peut pas diffuser sa chaîne tranquillement. C'est vos amis, ça c'est pour ça que je les cite. Ne peut pas diffuser sa chaîne sans en fait avoir un deal avec l'opérateur.
pardon, on a fait cette semaine, quand on a diffusé la présentation Free Mobile, on a fait une opération de streaming. Dans l'opération de streaming, on a eu entre 600 000 et 800 000 personnes qui sont connectées simultanément. Je pense que c'est un record mondial. Mais pourquoi on a pu faire ce record mondial ? Parce qu'il est basé sur Apple, c'est pas mal non plus. Hein, non, mais moi, ce que je sais, c'est qu'on a eu en streaming, sur ces 600 à 800 000, plus de 500 000 streams qui étaient vers des abonnés free. Pour faire 500 000 streams vers des abonnés free, je peux vous garantir, si vous n'êtes pas free, ce n'est pas possible. Nos tuyaux les plus gros qu'on a avec d'autres opérateurs, c'est quelques dizaines de gigas. Or, les 500 000 flux qu'on a fait vers free, c'était 500 gigas. Et c'était des flux petits, c'était des flux d'1 mégabit. Donc, ça a bien fonctionné, ça, je suis conscient. Mais c'est vrai qu'on a l'habitude de dire quand Apple fait une keynote, c'est tout l'Internet mondial qui ralentit. Mais passons. Mais quand on fait quand on a un keynote Apple, on a 20 gigabits de trafic, 25 gigabits. Là, on avait 20 fois plus. Alors, on est concerné, c'est sur un produit à nous et c'est chez nous. Et dans le même temps, on saturait tous les liens vers les autres opérateurs. Alors vous parliez de la sans keynote. Être opérateur, si on n'est pas opérateur, on ne peut pas garantir la qualité de service de son hardware. Vous en parliez à l'instant, la keynote, c'est le dernier point commun avec Apple. Je sais que ça vous énerve quand vous comparez à Steve Jobs et qu'on fait la comparaison, mais là encore une fois, c'était flagrant. Il y a même en fin de keynote ce qu'on appelle un One More Thing, cher à Steve Jobs. Alors l'année dernière, c'était les appels vers les mobiles à partir des fixes qui étaient gratuits. Cette fois-ci, c'est l'offre sociale à 2 €. Là, encore une fois, c'est une recette qui semble assez éprouvée chez Apple, Xavier Niel. Alors, les produits à 0 €, non, pas du tout. Non, je parle du One More Thing. Moi, c'est dégueulasse de me voler ma réponse. Moi, j'allais dire un produit à 2 € chez Apple. Un produit à 2 € chez Apple, j'ai jamais vu. Donc, c'est vraiment foutu. C'est un tombé du camion, mais c'est pas un produit vendu. Non, le truc, c'est qu'on est dans des présentations technologiques très classiques aux US. Si on regarde, Steve Ballmer fait ça depuis des années. Mais le One More Thing, c'est un peu moins vrai. Jeff Bezos. Nous, on fait pas One More Thing, on dit on a oublié quelque chose. Ce qui est un peu différent. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Je rêve. Moi, vraiment, c'est pas du tout la même chose. Et puis, j'ai une chemise blanche en plus, on l'a dit précédemment. Ah oui, donc, on est dans un modèle entièrement différent. Non. Et vous êtes dans Refait le Max. Malheureusement, ce sera dans une autre vie. Non, on est dans des choses qui marchent, dans des rebondissements. On fait des choses que Apple n'a jamais fait. La prochaine fois qu'Apple fera ça, on dira qu'ils nous ont copié. On avait scotché quelque chose sous les chaises des gens qui étaient dans la salle. Je crois que c'est une invention pure. On verra la prochaine fois si Apple nous copie. Mais qu'est-ce que vous dites, Génial? Mais voyons, et Microsoft, lorsqu'il lance les Xbox, et sur les sièges, il y a la Xbox 3. Donc vous voyez qu'on a volé, qu'on a copié Microsoft et non pas Apple. Oui, mais ça existe. Alors j'ai vu un journaliste qui a été sous toutes les chaises récupérer les 2 € qui étaient coupés. Je donnerai pas son nom. Dis non. Il travaille pas à l'Express. Alors, messieurs, passons donc à Free Mobile après près de 42 minutes d'enregistrement, record battu, donc très en retard ce soir. La chose qui nous a frappé lors de cette keynote de lancement cette semaine de Free Mobile, c'est la colère que vous avez exprimée sur scène contre les opérateurs concurrents. Alors, est-ce que cette colère est sincère ou est-ce une posture, Xavier Niel ? Non, c'est complètement simulé. J'avais répété avant. La vérité. Dans une école, pour montrer à quel point j'étais pas sincère. Et puis à la fin, j'ai eu une larme à l'œil aussi. Ça avait été répété dans la même école. C'est le cours Florent, dans le 19e arrondissement. Je vous invite à y aller. D'ailleurs, je suis actionnaire. Voilà, j'en suis actionnaire, donc je vous invite à y aller. C'est entièrement. C'est vrai, t'es actionnaire de ça ? Alors, concrètement, jouer le rôle de trubillon du marché, de défenseur, un peu des droits, de consommateurs. Alors que vous êtes une entreprise, après tout, comme une autre. Génial, quand même, trop fort. Dans le but quand même est de faire du business. Est-ce que les gens n'ont pas tendance à oublier ça, que c'est pas une association la discussion à on est bien d'accord, mais le seul problème, qu'est-ce qui a été énervant sur ce sujet-là, c'est de dire moins vous avez de moyens pour simplement maintenir un revenu minimum important, plus je vais vous taper à l'unité. Et ça, c'est un côté scandaleux. C'est-à-dire que quand je vais toucher le truc le plus scandaleux, c'est ce forfait RSA qui est une honte. Mais le truc, c'est de se dire moins les gens ont des moyens, plus je vais leur vendre la partie unitaire chère. Donc à partir du moment où on arrive à se dire que c'est n'importe quoi, c'est facile de chauffer et de monter dans les tours. Et quand vous voyez qu'en plus après les dépassements sont à un prix absolument abusif, voilà, donc là-dessus c'est pas par deux et on aurait pu le mettre plus en avant parce que la division du prix on n'ose même pas la montrer. C'est un forfait 1 heure et 60 SMS, c'était 25 € il y a quelques temps. C'est n'importe quoi, voilà, donc on chauffe, après c'est facile de monter dans les tours et puis au fur et à mesure qu'on voit les prix, on monte dans les tours. Et aujourd'hui sur un forfait type forfait social à 2 €, vous margez aujourd'hui, voire 0 € si on est abonné Freebox, vous arrivez à marger aujourd'hui ?
Surtout quand d'un autre côté, vous devez déployer un réseau 3G et louer le réseau d'Orange pour 1 milliard d'euros sur plusieurs années, je crois. Ouais, mais le truc, c'est quand on fait ce type d'investissement, ce milliard d'euros, il est amorti sur 10 ans. Donc ce milliard d'euros, sur 10 ans, ça va nous coûter 100 millions d'euros par an. Après, il y a l'exploitation du réseau. Le vrai truc, c'est quoi? C'est qu'on pense qu'à la fin, tout le monde va consommer que l'Internet mobile et que les gens qui viendront prendre ce forfait à 2 euros rapporteront 50% de marge brute et le prix de la gestion des impayés, etc., font qu'ils feront probablement pas ou peu de marge. Mais on les aura habitués à utiliser Free et ils passeront un jour ou l'autre sur un forfait plus important s'ils en ont les moyens, parce que tout le monde fera de l'internet mobile à la fin. Il n'y a pas une volonté d'assécher le marché et de vendre à perte, Xavier Niel? Non, normalement, déjà, c'est censé être interdit. Vendre à perte, on a le droit dans les services, mais faire du dumping, c'est pas à nous de le faire. En général, c'est pas le nouvel entrant qui fait du dumping, c'est les installer pour éviter l'émergence d'un nouvel entrant. Ou alors on aurait inventé une nouvelle théorie économique super intelligente de dumping à l'envers. C'est une méthodologie, mais alors là, dans toutes les écoles, on va faire des cours fantastiques. Mais vous allez forcément répéter ce que vous avez fait un peu dans la DSL. C'est-à-dire la DSL, vous êtes arrivé en cassant le prix à 29,99 avec du triple play. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez aujourd'hui le revenu moyen par abonné, donc l'ARPU le plus élevé sur le fixe, parce que les gens en réalité vont sur d'autres services. Et il est fort probable, enfin je suppose, vous allez me dire si c'est le cas, que sur le mobile ça sera la même chose, c'est-à-dire vous mettez un prix d'entrée bas, mais les gens vont aller au-delà, notamment sur le 2 euros, et consommer des minutes supplémentaires, où là vous allez plus marger, et 2, leur vendre des services annexes, je suis sûr que vous allez dévoiler dans les semaines ou mois qui viennent, parce que pour l'instant il n'y a pas d'innovation technologique dans ce que vous avez montré, donc voilà, ça va faire. L'innovation, c'est le prix. Vous allez répliquer ce que vous avez déjà fait dans le fixe, je suppose. D'accord. Sur le 19,99, il y aura très peu de revenus supplémentaires. On sera, à l'exception des appels entrants, et des SMS entrants, qui génèrent des revenus, c'est-à-dire à chaque fois qu'un abonné reçoit un appel téléphonique ou reçoit un SMS, l'opérateur génère un revenu. Donc à l'exception de ça, il n'est pas envisagé dans nos modèles de revenus supplémentaires que le 19,99. Les revenus supplémentaires qui pourraient exister, ce sont des choses assez classiques d'assurance de mobile, des choses comme ça, mais dans nos modèles, ça n'existe pas aujourd'hui de manière volumineuse. Sur le 2 euros, il peut y avoir du dépassement, mais le dépassement, on a décidé de ne pas le surtaxer. C'est-à-dire que la minute mobile sera vendue en dépassement sera vendue à 5 centimes d'euros et le SMS supplémentaire sera vendu à 1 centime d'euro. Donc on est dans des marges qui sont des marges relativement raisonnable de quelques dizaines de pourcents, mais il n'y a pas d'abus là-dessus. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est qu'à la fin d'avoir un parc important de gens qui aient un forfait incluant de l'Internet en mobilité, parce qu'on pense qu'à la fin, il n'y a que ça qui reste. La voix va se transporter sur Internet, les SMS, ils disparaissent, avec e-message, ils n'existent plus, avec les BBM sur les BlackBerry, ils n'existent plus. Donc à la fin, les SMS ne génèrent plus de revenus, la voix ne génère plus de revenus, parce que les gens, à partir du moment où vous avez de l'Internet, vous faites du Skype ou autre chose, et donc il ne nous reste que l'Internet mobile. Donc à la fin, on sera vendeur d'Internet mobile. Point. Emmanuel Torregano. Oui, juste une question d'ailleurs. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas prévu simplement la possibilité de bloquer le forfait à 2 euros plutôt que d'avoir des facturations supplémentaires en cas de débordement ? Parce que le stress sur ce type de petit forfait, c'est qu'il y ait des cas d'urgence et que l'on se retrouve dans un monde où j'ai fait mes 60 minutes et je ne peux plus téléphoner. Donc sur les forfaits limités, on permet de bloquer parce que les choses en dépassement, ce sont des SMS+, des choses comme ça. Et sur le 2 euros, c'est pas envisagé. Après, s'il y a une demande ou une problématique, on le fera. On a un deuxième sujet sur le 2 euros, c'est qu'il peut se transformer pour les abonnés Free en un forfait à 0 euros. Ce qui est un vrai sujet quand même, qui a un vrai coût pour Free. Moi, je suis assez d'accord pour dire que les produits Free, et surtout sur le mobile aujourd'hui, et je pense que c'est une mauvaise analyse de la part des concurrents, enfin en tout cas ils essaient de faire passer cette mauvaise analyse dans les médias, ça n'est pas du tout un produit low cost, je suis d'accord. Vous définissez un nouveau standard d'usage qui est un standard d'usage très ouvert, puisque vous avez parlé de tout ce qu'on peut faire, le peer-to-peer, toutes ces choses-là. Et donc on est véritablement dans le haut de gamme, voire le milieu de gamme. Ou en tout cas dans une nouvelle gamme, quelque chose qui n'existait pas encore. Et après, vous abaissez les prix, tant mieux pour les consommateurs, on verra ensuite pour les concurrents. Mais la question, c'est justement ce roaming international qui, pour nous, utilisateurs de ce type de service, est très intéressant, très important, et on n'en a pas du tout entendu parler. Or, c'est une vraie demande, et c'est aussi une raison de s'énerver
quand on sait que si vous allez en Angleterre, c'est Orange Angleterre qui facture à Orange France, faut pas déconner. Alors, le roaming, Xavier Niel. Alors, le roaming international, on a négocié pays par pays. Les pays où on a négocié, on arrive à faire baisser significativement les prix. Après, il y a les d'autres pays où on n'arrive pas à négocier, où on peut être en général au même prix, notamment sur l'Europe, et sur d'autres pays, on peut se retrouver plus cher. Mais l'idée, c'est sur le roaming international, de faire baisser tous les pays du monde, tant sur la data que sur la voix. Le problème, c'est que c'est les opérateurs avec lesquels on parle à l'étranger, pour eux, on a des contrats absolument anormaux. C'est-à-dire qu'ils nous donnent une liberté, une latitude assez faible, parce que pour eux, c'est censé être quelque chose de ne pas vu par le consommateur, et donc de cher. Donc pour eux, dire qu'on va casser les prix, vendre des US, aujourd'hui on vend la voix aux US 50 centimes d'euros, ça reste une fortune. Le marché, il est à 1,18, autour de 1,20. C'est délirant. Ça reste des prix délirants, mais néanmoins, les opérateurs veulent pas vraiment faire d'efforts, parce qu'ils estiment, eux, que c'est quelque chose qui ne doit pas bouger. Concrètement, est-ce que vous avez encore une marge de manœuvre pour baisser les prix ? Il y a toujours une marge de manœuvre. Ça dépend plus de l'usage qu'autre chose. Parce que j'ai ouï dire que les concurrents tablaient pour un lancement encore plus agressif que celui-là. Alors, ils sont tous rassurés, c'est ce que j'ai vu aussi. Écoutez, connaissant quelques camarades dans les opérateurs concurrents, alors qu'on a fait ce que l'on avait promis, ils ont du mal à respirer. Donc, je veux bien le croire. Mais ça m'intéresserait d'avoir vos contacts, parce que je ne parle pas avec les mêmes personnes. Est-ce qu'on pourrait avoir du roaming Wi-Fi avec une couverture plus internationale ? Parce qu'aujourd'hui, on voyage aux US, on va chez Starbucks, par exemple, dans un parking à Cupertino. Moi, je m'approche en voiture de loge, je m'approche d'un Starbucks et hop, j'ai du Orange Wi-Fi. Mais j'ai pas du free Wi-Fi. Tu as raison, c'est à nous de trouver les partenariats avec ces partenaires Wi-Fi mondiaux, ce qui est quelque chose qu'on n'a pas travaillé. Chez Starbucks, en général, en plus, c'est gratuit, c'est encore plus facile, donc aux US. Mais pas partout. Pas partout, c'est vrai. Alors moi, je connais que les Starbucks branchés où c'est gratuit. Merde. Mais non, mais c'est de trouver ce type de partenariat. C'est des partenariats assez peu chers, il faut le faire. Oui. Je suis foncièrement mal à l'aise avec l'idée qu'on attend que Xavier Niel se pointe sur le marché du téléphone mobile, comment ça s'appelle, Orange, SFR ou Bouygues, pour 3 jours après, annoncer une offre au même prix. C'est-à-dire qu'on nous a pris pour des cons et des pigeons pendant des années et des années. Mais là où c'est incompréhensible dans cette histoire, c'est que maintenant qu'ils le font, c'est quand même la pire des communications. C'est-à-dire, vous avez un concurrent qui arrive à 19,99 et tout d'un coup, vous envoyez un SMS, c'est ce qu'on a vu, les réactions sur Twitter de tous les gens qui ont reçu le SMS Virgin qui dit tout d'un coup, nous aussi on fait 19,99. C'est quand même la pire des réactions à avoir. Alors, par rapport à on va les résumer brièvement. Parce que même si on a envie de faire, c'est on s'en va. Vous nous avez pendant toutes ces années, on s'en va. Donc effectivement, Orange s'est aligné avec l'offre Soch qui passe. Il y a 3 forfaits, je ne vais pas dire de bêtises, parce que je lis en diagonale. J'ai rien compris à Soch, alors là. Donc un premier forfait à 9,90 € et ça va jusqu'à 24,90 €. Je ne vais pas dire de bêtises. Voilà, et puis SFR également a riposté, SFR je cherche, et également Virgin Telecom. En clair, il y avait effectivement une marge de manœuvre, sans jeu de mots. Mais c'est vrai que, en clair, la question, tu aurais voulu une marge de manœuvre, la preuve, mais tu aurais voulu quoi, Rodrigo ? Que ce soit l'État qui intervienne, le régulateur. Il est intervenu, le régulateur, Emmanuel Paquette. Oui, non, là je vais me faire le défenseur des transopérateurs, des oligopoles, le méchant. Alors, il l'a fait sur le SMS, la communauté européenne l'a fait sur le SMS il y a 2 ans. Oui, non, mais de toute façon, il y a un régulateur qui a fait baisser le prix des communications. La RT, c'est qui ça, a fait le prix, l'ART, enfin ex-ART, l'ARCEP. Ouais, l'ARCEP. Pareil sur le prix des SMS avec une baisse des terminaisons d'appels. Donc d'ici peu, la voix quasiment coûtera pas grand-chose. Et là, je cite Xavier Niel. Et le SMS, la même chose. Ça va tomber dans les 6, 12 et 18 mois qui viennent. Donc là, on arrive vers des choses qui vont coûter rien du tout. En revanche, et là aussi, c'est un argument de Xavier Niel, c'est que les opérateurs ont des frais de structure que n'a pas Free aujourd'hui. Ils ont des boutiques partout sur la France. Une boutique, ça coûte cher. Il faut avoir un... C'est pas de la vente directe. Et voilà, c'est ça. Il faut avoir des gens dans les boutiques qui vendent, qui sont commissionnés. Donc tout ça, c'est un prix. C'est vrai que c'est un prix. Mais non, c'est pas leur problème. Non, mais je veux dire que ça leur voulu cette structure, ils ont voulu cette architecture de vente. Classique. C'est une structure classique dans le commerce. C'est comme si toi, tu vas sur les Champs-Élysées, tu vas payer ton steak frites 40 € parce que c'est aux Champs-Élysées, on te répercute les Champs-Élysées, on te répercute. Mais si tu prends le même dans le Cantal, le steak frites, il sera à 5 €, quoi, parce que c'est pas les mêmes coûts. La vraie question, c'est en pourcentage de leur chiffre d'affaires, combien coûte ce réseau de magasins ? C'est-à-dire, combien coûte un réseau, on va prendre les réseaux les plus importants, combien coûte un réseau de 1000 boutiques ? Eh bien, ça coûte
1000 loyers. Le loyer, il est de combien ? Ce que vous voulez. C'est des superbes magasins. On va dire c'est 50 000, 100 000 euros par an. Apple Store, Xavier. Superbe, tout à fait. Donc ça va coûter. Alors ça va pas être là. Si je vois de quoi vous voulez parler, ça va pas être dans ces prix-là. Ça va être très inférieur. Oui, il y en a quelques-uns qui ressemblent déjà, avec un logo Free. Ça ressemble beaucoup à. C'est une rumeur. Non, moi j'en ai vu un. On va arriver pour 1000 magasins. On va arriver à 70 millions d'euros de chiffre d'affaires de location. Et puis on va mettre du personnel dedans. Et ça va recoûter 70 ou 80 millions, donc ça va coûter 150 ou 200 millions d'euros par an. Mais quand c'est 200 millions d'euros sur 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, il y en a 3 de réseau, c'est 600 millions, on va mettre 1 milliard d'euros de coût pour 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est 5% du coût de notre portable. Donc si le coût du magasin c'est 1 euro par mois, par truc, ok, mais dans ce cas-là, on n'abuse pas sur les prix sur le reste. Le problème de ces opérateurs, c'est qu'ils ont été 3 dominants pendant des années. Ces 3 dominants se sont entendus, ils ont été condamnés pour ça. Ensuite, ils n'ont pas pratiqué une réelle compétition entre eux. Tout le monde l'a reconnu. Il suffit de lire les décisions de l'autorité de la concurrence là-dessus, mais encore récentes. Et ont pratiqué des prix qui étaient simplement un simulacre de concurrence entre eux. Et sans penser aux consommateurs, simplement en pensant à leur profit. Donc qu'est-ce qu'ils font de leur marge brute ? Leur marge brute, ils la dépensent de 2 manières. Une mauvaise gestion souvent interne à l'entreprise, ça c'est un premier sujet, et puis des dividendes plantureux. Et quand on additionne ces 2 choses-là, on arrive avec des tarifs élevés. Donc quand on met au milieu de ce jeu de quilles un nouveau joueur, qui ne joue pas avec les mêmes règles et qui pratique des prix que j'estime justes, mais eux pourraient les estimer trop bon marché ou encore trop cher, simplement ils se remettent en question. Ils se remettent en question, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, selon moi, mais je ne suis pas là pour gérer leur entreprise, mieux gérer et dans le même temps baisser ses dividendes. Qu'est-ce que vous pensez légitimement de l'inquiétude de beaucoup de salariés de chez opérateurs historiques, entre autres, ou alternatifs, qui aujourd'hui se posent des questions contre leur avenir ? Parce que forcément, ça va avoir un coût sur leur emploi, l'arrivée d'un nouvel entrant. Dans les télécoms en France, depuis 8 ans ou 9 ans, depuis les années 2000, donc 10 ans, 11 ans, 12 ans, on a perdu tous les ans de l'emploi, sauf depuis un an. C'est-à-dire que l'arrivée de Free Mobile a arrêté la perte d'emploi dans le secteur des télécoms. Formidable. Ouais, vous exagérez un peu là. Non, c'est un chiffre public. Il suffit de lire l'interview du président Silicani de l'Arcep ce matin dans Les Échos. Oui, je l'ai dit. C'est lui qui le dit. Et d'ailleurs, à ce propos, il paraît qu'il y a une étude qui a été faite par l'Arcep, mais qui n'a pas été divulguée. On ne sait pas trop pourquoi. Il y a un secret, peut-être un sceau qui est marqué dessus concernant l'impact de Free Mobile sur le marché. Justement, vous savez un peu ce que ça dit ou pas, cette étude ? Moi, ce que je sais, c'est que c'est créateur. L'injection d'1 milliard d'euros dans le secteur fait que ça a créé des emplois. Derrière, il y a des acteurs plus ou moins à risque face à l'arrivée d'un acteur un petit peu agressif. Mais le premier employeur du secteur, c'est Orange. Et Orange, je pense, est le moins touché par l'arrivée de Free. Qui sera le plus touché alors ? C'est peu modestement, mais on pense qu'il y a 2 acteurs légitimes sur ce marché qui sont Orange et Free. Pourquoi ? Parce que Orange apporte la réassurance, le confort, l'assurance, et donc c'est un acteur qui est assez peu touché par l'arrivée de Free Mobile. Free Mobile apporte des faibles tarifs, de l'innovation et du cash de choses à Orange. Un peu de cash à Orange en plus, donc Orange assure une partie du risque. Vous utilisez le réseau d'Orange sur la partie où il n'y a pas de réseau de Free. Et assure donc une partie du risque d'Orange. Mais c'est vrai que vous êtes plutôt plus tendre avec Orange qu'avec Bouygues ou avec SFR. Essayez de me dire ce qu'apporte Bouygues et Orange à un marché. C'est ça le truc. Bouygues et SFR, pardon. Mais alors, il va se passer quoi pour eux ? Vous pensez que Bouygues il pourrait ne pas s'aligner, avoir du mal, avoir une hémorragie d'abonnés, se vendre ? Non, mais la réponse, elle est connue. La manière dont ils vont répondre, c'est fantastique parce qu'on l'a connu plusieurs fois dans notre histoire, et notamment au moment du lancement de la DSL. On utilise des fausses marques ou des faux nez pour venir commencer à titiller le tarif. Mais on n'a pas le courage de faire pareil. On se met toujours un peu moins bien. Vous parliez que je ne sais pas lequel acteur est venu se coller sur le prix de Free Mobile, mais dans le même temps, il a oublié d'offrir les MMS. Il continue de vendre les MMS à 30 centimes. Il a oublié de rajouter l'international. Donc il a oublié 2-3 petits sujets quand même, qui sont des sujets significatifs qui augmentent son ARPU. Donc on utilise ces marques, ces fausses marques, pour venir essayer de coller ou d'entourer. Donc Free avant, on va mettre un truc beaucoup moins bien à 15, mais on va pouvoir se défendre sur un argument, ou à 25, à peu près équivalent, mais il nous manquera toujours un argument ou 2. Ça, c'est la première réponse. Puis la deuxième réponse, le feu commence à gagner, et donc on commence à toucher la marque principale. Et ça se passe sur 2 ans, 3 ans. Mais simplement, c'est le consommateur qui se rend compte. Mais il y a le feu au château alors ?
Bah ouais. Le château, il est ailleurs. Non, mais ce que il est pas loin vous d'ici. dites quand même, c'est Emmanuel Paquette, qu'en pour réalité, conclure. il n'y a pas de place pour 4 opérateurs. Alors que vous êtes le 4e et que vous avez milité pour avoir... Et vous dites que le marché n'est pas structuré Non. pour qu'il y en ait Il y a 4. place pour vous deux, dites ça, qu'il y aura j'ai 3 ou 2 dans l'avenir. Non, je pense qu'il y a de la place pour 4 acteurs, mais 4 acteurs raisonnablement gérés et qui versent des dividendes qui sont des dividendes normaux. Il n'y a pas une volonté de revanche, pour me faire l'avocat du diable, Xavier Niel, sur Bouygues notamment, parce que pendant longtemps, il y avait beaucoup de rumeurs sur un rapprochement possible entre Free et Bouygues, notamment en télécom. Très clairement, il n'y a jamais eu de discussion dans ce sens. Simplement, il y a des analystes économiques qui se sont dit, d'un côté, on a Bouygues qui est le petit larron du mobile, et puis on a Free qui est le petit larron de la DSL, rapprochons-les, et au bout on fera quelque chose. Mais ça, c'est une structure imaginée par des banquiers qui voulaient toucher des fees. Derrière, il y a eu potentiellement, et je crois que l'un des personnes qui est présent sur ce chat l'avait raconté, il y a eu une approche qui a existé. Voilà, et c'est jamais allé plus loin. Et la seule fois où j'ai vraiment parlé longuement avec Martin Bouygues, c'est pas un sujet qui a été évoqué une seule seconde. Bien. Messieurs, on est très en retard, donc on va essayer de répondre très vite, parce que là, on va parler quand même du lancement brièvement. C'est réglé les problèmes d'accès sur le site, Xavier, puis oui, ce problème de RIB, ça a beaucoup fait sourire sur la blogosphère, sur Twitter notamment. Oui, c'est réglé. C'est réglé ? Ouais. Et on reçoit les cartes quand alors ? J'espère les premières demain matin. Donc, demain matin, je crois qu'on en a envoyé quelques-unes vendredi matin. Bon, moi j'en prendrai une avant de partir. Bon, bref. Qu'est-ce qui va se passer au-delà des 3 millions d'abonnés ? 3 millions d'abonnés, c'est un rendez-vous pour voir exactement est-ce que nos hypothèses dans combien de temps ça veut dire ? Répondre à ça, c'est répondre à des chiffres d'aujourd'hui, donc je peux pas répondre. On a garanti 3 millions ou dans tous les cas au minimum jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Voilà. En tout cas, il y a un analyste, Dodo a dit que a révisé ses objectifs à la hausse et dit que vous atteindrez 3 millions à la fin de l'année. Très bien. Donc, selon cette analyse jusqu'à la fin de l'année, je vous rappelle que nos... Mais le réseau suivra, il pourra encaisser cette charge ? Il y a le réseau d'Orange, je pense que oui. Le réseau de Free, dans les zones où on est, ouais, parce que c'est quand même un réseau qui est quand même franchement vide. Donc ça, c'est vraiment la question qui nous inquiète le moins. Ce qui nous inquiète le plus, c'est toujours le travail logistique pour partir de zéro et de monter très vite. C'est ça le plus dur aujourd'hui. Beaucoup de questions sur le net concernant la caution que vous demanderiez ou que vous demandez pour les nouveaux abonnés. C'est la même chose que sur la 200 DSL. 200 €, c'est ça ? C'est la même chose que sur la DSL. Ouais. On a dû l'activer 10 fois dans l'histoire de Free ADSL. Ce sont des clauses assez classiques chez tous les opérateurs. Je pense qu'aujourd'hui, quel que soit le nombre d'abonnés qu'on ait fait, elle n'a pas été demandée, elle n'a pas de raison d'être demandée. Une petite clarification de mon ami Alexandre Lenoir d'Icriat, qui nous regarde souvent, qui participe à ce podcast, qui lui a réussi à prendre un abonnement Freebox illimité, Free Mobile parce qu'il est abonné Freebox, et aussi un abonnement à 0 €, alors que c'est pas possible théoriquement. Tout à fait, ça a été bloqué ce matin ou hier matin à 11h30, je sais plus, c'est plus possible, donc il ne recevra qu'un mail de validation. Ouais. Mais alors on ne peut pas ajouter les abonnements mobiles, cumuler les abonnements mobiles pour une seule famille ? Si, on peut cumuler, mais tous ne bénéficient pas de la remise. Pas au même tarif. Ah, mais ça c'est dommage quand même. Bah oui. Je vous rappelle qu'on est dans des cours relativement serrés, c'est-à-dire que le problème c'est que vous avez été habitué à des opérateurs qui ont tellement de marge et tellement de largeur que pour eux le niveau de négociation est possible. Chez Free, on fait pas de promotion, mais tout dans le tarif au premier jour. Donc on essaye de tenir un truc qui se tient à peu près. Autre question souvent redondante, avant d'arriver aux questions Twitter, parce qu'on n'y est pas encore, c'est concernant les forfaits de clé 3G ou de data pour les tablettes et particulièrement l'iPad. Pour l'instant, il n'y a pas d'offre chez Free. Qu'en est-il ? En fait, on attend d'avoir un réseau qui a une couverture plus importante pour le faire, puisque c'est très consommateur de data et donc très cher à produire en roaming. Donc on attend d'avoir, pour faire quelque chose d'exceptionnel, d'avoir une couverture supérieure. Vous ne ferez pas votre tablette Il y a encore des surprises ? Non. Sûr, c'est enregistré là. Bon, autre point commun avec Apple qui dit le compte. Pardon, dans un MiFi. Comment le Wi-Fi ? Pardon. Je peux mettre la puce dans un MiFi ? Dans un MiFi, oui. Pardon. Essaye. Mais si tu commences à taper 3 gigas, 5, 4 gigas par mois, il est possible qu'il bloque le Wi-Fi. Et le testing, on aura quelque chose là-dessus ? Voilà, est-ce qu'il y a une fonction de partage de connexion ? On sait que l'iPhone c'est possible. Chez certains opérateurs c'est payant, d'autres c'est gratuit. Qu'en est-il de C'est gratuit et c'est intégré. Le partage de connexion est inclus. Avec le Fair Use à 3 gigas comme normal, quoi. Pas besoin de jailbreaker son iPhone donc ? Non.
Et le vidéo voicemail, qui est une question, alors je devance peut-être une question Twister, alors, mais c'est une question de fan, ça. Hein. Le vidéo voicemail... Alors attends, vidéo voicemail, tu peux alors, le voicemail, visuel, c'est-à-dire la capacité à... Visuel. C'est une question qui a plus été demandée par les internautes sous Twitter concernant l'utilisation de l'iPhone sur le réseau de Free. Est-ce qu'on peut disposer de la messagerie visuelle? Xavier. Je crois que oui, mais je suis pas sûr. Alors, Bon, on verra. Alors, j'ai un iPhone là pour vous montrer que le réseau Free marche, mais c'est un modèle qui, je pense, ne supporte pas vraiment ça. Ouais. Non, mais en gros, est-ce qu'on peut gérer ces appels sur l'interface de l'iPhone ou est-ce qu'on appelle un numéro de messagerie Je pense que oui. Je pense que oui, mais je ne sais pas répondre et dans tous les cas, ça fait partie des fonctionnalités qu'on aime bien. Ayant moi-même un iPhone, je pense que j'ai envie d'avoir ça. Petite déception personnelle et beaucoup de mes confrères, j'en parlais avec Cédric Agrand avant le début de cette émission qui ne peut pas être là avec nous. Free a beaucoup insisté sur le prix autour de l'offre de Free Mobile, alors que d'ordinaire, plutôt vers quand on regarde votre parcours sur la DSL, vous avez beaucoup insisté sur les fonctions et l'innovation. Là, on ne voit rien venir. Est-ce que vous y réfléchissez? Parce que là, il y a une vraie déception en termes de service. Il n'y a pas vraiment de nouveauté par rapport à vos concurrents. Juste, il y a deux sujets. Le premier truc, c'est que faire des innovations majeures sur le mobile, c'est complexe parce que l'innovation, elle est souvent dans le terminal. Donc, quand on fait des choses intelligentes, c'est plus compliqué sur le mobile, parce que c'est dépendant du mobile et très peu dépendant du réseau. Le deuxième truc, c'est qu'on a une autre petite spécificité chez Free, c'est d'essayer d'avoir des histoires à raconter dans le temps. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir fait un lancement, c'est bien, mais il va falloir qu'on vous reparle. Et pour vous reparler, il va falloir qu'on ait des choses à vous dire. Donc si on dit tout le premier jour, après on n'a plus trop de choses à dire, ça nous ennuie un petit peu. Ça ressemble beaucoup à Apple, ça. Ouais. Ils nous ont tout encore une fois. Le copier-coller, c'est dans la prochaine version. Mais Xavier Niel, l'année dernière, lors du lancement de la Freebox Révolution, on avait cru entendre ou comprendre qu'il y aurait peut-être une solution, que les Freebox pouvaient servir de réseau local. Le ferme tout seul, notamment, qui est un argument fort de votre concurrent SFR. De ce côté-là, il n'y a pas des choses cachées dans nos Freebox aujourd'hui, ou dans les Freebox. Je pense que c'est une rumeur. Ouais. Vous êtes aussi actionnaire de Golan Telecom. Est-ce que vous allez répliquer la même stratégie en Israël? Alors, il faut rappeler que Golan Telecom est un nouvel opérateur qui arrive en Israël, un opérateur mobile. Ah bah alors moi je avec un dirigeant que vous connaissez bien, Xavier. Qui est l'ancien dirigeant de Free, qui s'appelle Michael Boukobza, et c'est à lui qu'il faut poser la question. Moi, je suis quelqu'un. Il marche dans vos pas, comme dirait l'autre. Ouais. Écoutez, quand des fois les choses marchent, on a promis en Algérie, en Israël d'être extrêmement... Merde On a promis en Israël d'être extrêmement agressif sur le marché. Michael dispose d'un très bon buzz local, parce que je pense qu'il sait à peu près comment ça marche. Il a beaucoup regardé comment on a fonctionné en France et comment on a imaginé les choses en France. On a des réseaux avec des équipements relativement proches. On va essayer d'imaginer des choses intelligentes. Et en Suisse, vous n'êtes pas déçu d'avoir raté C'est une question Twitter. On en parlera. Visiblement, quand je lis la presse de ce matin et d'hier matin, j'ai l'impression que c'est surtout les Suisses qui ont l'air déçus et qu'on n'ait pas réussi. Bah oui, ça c'est vrai. La déception a l'air plus forte de leur part que de la nôtre, parce que la Suisse est vraiment un pays où les prix sont un petit peu élevés. Non, on avait une grosse différence d'écart de prix avec l'acheteur, et puis après, on pouvait acheter plus cher, mais ça ne nous permettait pas de faire ce que l'on souhaitait faire sur le marché suisse. Oui, donc il y a beaucoup de questions en Twitter qui posent cette question-là de gens qui sont à l'étranger, ou que ce soit notamment dans les pays francophones, frontaliers, que ce soit le Luxembourg, la France, la Belgique ou la Suisse. La Corse. Oui, on a racheté. Oui, voilà. Donc il n'y a pas une volonté d'internationaliser ce qui a fait le triple play ou la Freebox Révolution, par exemple. Comme je parle très mal anglais et qu'on me le reproche souvent, je préfère me contenter de la France et me dire que là, peut-être qu'on a une petite chance, sans accent, de s'en sortir. La France, les télécoms, c'est un très gros marché. Le marché français reste un des plus gros marchés mondiaux, je sais pas, le 10e ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment du boulot. Et puis les télécoms, c'est des marchés souvent des métiers très, très politiques. Donc on voit à peu près comment ça marche en France. On a un peu souffert pour avoir cette licence en étant présent localement. J'ose pas imaginer comment on fait pour aller avoir une nouvelle licence dans un pays où on est français et vu probablement d'un mauvais œil par l'opérateur historique. Et toute dernière question, concernant Apple, vous étiez très fier sur scène de dire que vous étiez l'un des premiers opérateurs, si ce n'est le premier opérateur entrant sur le marché à avoir un contrat avec Apple, mon Dieu. Vous voulez dire que Apple a eu un contrat avec Free, c'est ça? Je ne sais pas. Comment s'est passé les négos concrètement? Allez, on va essayer de dévoiler 2-3 petites choses quand même. Je crois que j'ai même pas le droit de citer le nom Apple ici. C'est fait, on l'a dit au moins 12 000 fois depuis le début de ce podcast. Parce que Apple est magique, donc j'ai rien le droit de dire. Mais ils vous ont reçu à Cupertino. On sait que les autres opérateurs ont été Cupertino signer leur contrat. Ils nous l'ont dit ça, vos concurrents. Alors, nous, ils sont venus le signer à Paris, donc on a eu ce petit privilège, ce léger privilège.
D'accord. Et voilà. Ils regardent ce que vous faites. Il y a quand même, ils aiment bien contrôler ce qui est fait autour de la marque Apple, mais ça, on peut pas leur reprocher. Je pense que c'est plutôt une chose positive. Bien, il est long. On passe aux questions Twitter. Alors, question Twitter, on commence par une question récurrente, ça on l'a posée sur la messagerie visuelle, ça c'est fait. Question donc de Brillant, Xavier Niel, développez-vous des applications iOS qui gèrent la Freebox Révolution, notamment les fonctions de NAS, de messagerie, d'enregistrement. C'est une de promesses l'année dernière dans le lancement de la Freebox Révolution et on attend toujours. Faut poser ça la question à Adrien Toiti chez Group Prod qui nous montre tout ça. Alors il est parfois en retard un petit peu, mais ça va arriver. Ça va arriver. Mais il améliore régulièrement Freebox Connect déjà. Bien. J'espère qu'il regarde. Comme on l'a cité, il va regarder. Question de Max Aquillon. Quelle date pour la 4G Free disait qu'il fallait une simple mise à jour. Pourquoi pas utiliser les fréquences du WiMAX? On sait que le WiMAX est un autre standard. Vous avez pas mal investi aussi là-dessus. Alors, la 4G, il faut à peu près un an. Ils sont bien renseignés, nos internautes. Il faut à peu près un an pour ouvrir. Sur le WiMAX, le problème, c'est qu'on n'a pas de terminaux. Donc, les gens veulent utiliser leur iPhone, leur BlackBerry ou leur Samsung et que malheureusement, il n'y a aucun de ces terminaux qui marche sur les fréquences liées au WiMAX. Donc, on a du spec qui nous sert à autre chose, qui sert dans le cadre du mobile pour faire des choses intelligentes, mais pas en liaison directe avec les abonnés. Alors, question de KDR. Quelles garanties seront offertes ou sont offertes quant à la qualité de la navigation dans les zones non couvertes par Free, à savoir quand vous utiliserez le réseau d'Orange? Est-ce qu'il y a en clair un bridage qui pourrait être mis en place? C'est vrai, c'est intéressant. Est-ce que les data Free pourront passer au même niveau que les data Orange sur le réseau Orange? Alors, contractuellement, et je ne sais même pas si j'ai le droit de vous répondre, on va supposer que oui. Intérêt. Oui. Donc, c'est les mêmes priorités. Mais surtout, la chose qui est la plus importante, c'est que pourquoi on a signé avec Orange? Parce qu'on pense qu'Orange, et je crois que les études le montrent, a le meilleur réseau. Ça, c'était un de nos trucs les plus importants. Et la deuxième raison, c'est que ça fait plus de 20 ans qu'on travaille avec Orange en tant qu'opérateur alternatif, et qu'avec les équipes d'Orange, ça s'est toujours bien passé. En fait, une autre raison pour laquelle on aime bien Orange, c'est qu'ils ont objectivement, je dis du bien de mes concurrents, profitez-en, c'est rare, hein, ils ont objectivement des super techniciens qui parlent super bien avec nos techniciens, et avec des gens qui aiment la technique. Donc c'est des choses qui font que ça se passe plutôt bien. On trouvait ça également avec des anciens de chez Neuf. Il y en a quelques-uns qui traînent encore, avec qui on a également... Chez SFR maintenant. Certains passent, et malheureusement certains sont chez SFR, et ceux qui sont chez SFR, on arrive à parler avec eux. Question d'Alex Dédalus. Deux questions qui sont liées plus au monde Apple. FaceTime, donc la solution de visioconférence de l'iPhone et du Mac et de l'iPad, est-ce qu'elle fonctionnera en 3G sur Free Mobile? C'est la même réponse que pour la question tout à l'heure sur la messagerie visuelle. Je pense que oui, mais je ne sais pas vous répondre de manière formelle aujourd'hui. S'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de bridage quelconque, normalement oui. Pour ça que je pense que oui. Même sur le réseau d'Orange, alors qu'Orange l'interdit. Oui. Bon, enfin, l'Orange l'interdit. Apple ne permet pas de le faire, en tout cas. Mais bon. Question de Jérôme Laurent. Free a partiellement intégré AirPlay, la solution de... comment on pourrait traduire ça? De partage de vidéos, de contenu en Wi-Fi sans configuration, de streaming dans sa box Révolution. À quand la vidéo? Là, aujourd'hui, c'est que l'audio. En fait, c'est tous les flux non cryptés qui passent, et quand les flux sont cryptés, aujourd'hui, ça ne passe pas. Donc, c'est que les flux non cryptés, y compris vidéo. Si on a un flux non crypté, vidéo, ça fonctionne. Et on porte plusieurs standards, parce que vous parlez d'AirPlay, mais on porte d'autres standards. Je crois qu'on porte quelque chose qui fonctionne également sur les machines Android. Et dernière question, toujours de Jérôme Laurent. L'abonnement Freebox permet d'avoir sa ligne en SIP, la téléphonie sur IP. Les appels en SIP vers les portables sont toutefois facturés. Pourquoi ne pas permettre d'appeler en SIP vers les portables lorsqu'on est connecté sur sa Freebox? Parce que ça génère de la fraude. Donc, pour éviter de la fraude, on coupe des usages. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent une Freebox et qui les utilisent comme plateforme d'appel. Et on se retrouve avec des factures, parce que nous on paye ces appels, c'est un coût pour nous, et on se retrouve avec des factures de milliers d'euros en quelques heures, parce qu'en plus on permet plusieurs sessions SIP, et donc on se retrouve avec des fraudes. Donc on a deux solutions, soit on bloque des usages légitimes, ce qui pose d'autres types de problèmes, soit on facture pour permettre à tout le monde de téléphoner.
Voilà, c'est un Et choix qui dernière devrait être fait. question d'Olivier Frigara d'Ajaccio. Quand est-ce que vous allez vraiment fibrer à grande échelle, Xavier Niel? C'est une promesse, hein, ça. Le fibrage de la Corse en FTTH n'est pas prévu à court terme. Ça, je sais bien. On a déjà commencé par on a commencé le dégroupage. On a fait Porto Vecchio, on a fait plein de villes sympathiques, Ajaccio. Je crois qu'on a ouvert Bastia. Donc voilà. Donc sur notre beau pays national, pour l'instant, le FTTH n'est pas prévu. La fibre. En Corse? Non, je parle sur le continent. Vous savez qu'il y a un truc que vous ne savez pas, mais le chiffre est public. Free est l'opérateur qui investit le plus dans le FTTH, plus qu'Orange, plus qu'SFR, plus que Bouygues. Et le chiffre est public, vous prenez les rapports annuels de ces boîtes cotées et vous regardez, on est ceux qui fibrent le plus. Après, on se concentre sur des zones denses. Pas la vitesse que l'on devrait. Il y a un vrai problème, c'est la demande du grand public. Le grand public n'est pas passionné par la fibre optique. Je pense que nous tous ici, on a envie de l'avoir. Surtout Rodrigo. À quelle adresse, Rodrigo, tu me rappelles? Tu le dis plus là, hein, tu avant, tu chantes et là, on parle plus. Oh, Paris-Marais, tout le monde le sait. Paris 4e. Bah tiens. Oui, mais tu nous donnais l'adresse, l'étage, le code porte et là... Ouais, ça va s'arranger. Je me suis fait casser chez moi il y a un an, donc non. Bon. Voilà. Messieurs, on est très en retard. Jamais on était aussi en retard. On va passer au coup de cœur. Alors les coups de cœur, messieurs, on commence par Monsieur X. Alors Olivier, moi aujourd'hui ça sera un classique du Mac. C'est un logiciel que vous connaissez tous, j'en suis sûr, qui s'appelle Toast Titanium. Alors Toast Titanium, ça sert pour les gens comme moi qui ont des parents qui utilisent encore des DVD à graver des DVD sur Mac et ça le fait extrêmement bien. Voilà, et je l'ai installé sur macOS 10 Lyon. J'avais plein de choses à faire pour mes parents, ça se passe de manière merveilleuse, donc je remets au goût du jour ce classique. Petit appel quand même aux gens qui font ce logiciel, la société Roxio, il serait temps de passer en 64 bits. Votre logiciel n'exploite pas la moitié de la puissance de ma machine, donc c'est un appel, encore un petit coup de pouce et il sera parfait ce logiciel. Donc, Rodrigo, ton coup de cœur, brièvement, on est très en retard. 3 coups de cœur rapides cette semaine. Le réseau social mobile qui fait fureur en ce moment, ça s'appelle Path, P-A-T-H, c'est l'ancien directeur de la plateforme de Facebook, Dave Morin, qui a lancé ça. Ça limite votre Facebook, c'est comme Facebook, ça limite votre Facebook à juste 150 personnes. C'est vachement bien, non? On est tous dessus et tous les gens qui comptent, il paraît, hein, c'est ce que dit un certain Loïc Lemer, sont sur un post, sont sur Path, de vous partager ce que vous faites, quand vous êtes debout, quand vous êtes en train de dormir, ce que vous mangez. Xavier, vous êtes sur Path? Non, tout le monde m'en parle. Ce qui est très drôle, c'est qu'il faut virer des copains. Moi, ce que j'adore, c'est lequel je vire pour en prendre un autre. Et ça, je trouve, parler avec Loïc, j'adore le concept. On en vire un, c'est lequel? Donc, c'est-à-dire que je suis plus copain. Je trouve que c'est horrible. Coup de cœur, Xavier. L'interface est très rigolote. Le deuxième, juste parce que c'est bien foutu, c'est encore une appli de prise de photos pour iPhone, s'appelle Tada, T-A-D-A-A, fait par le chanteur Seal, vous savez, celui qui est marié à Heidi Klum. C'est très joli parce que vous changez en fait les filtres comme ça, et puis les cadres comme ça. C'est mieux pensé que tous les autres, que les Instagram et tout. Tada, très chouette, c'est gratuit. Et puis le dernier, juste un clin d'œil, hein, parce qu'on va faire un clin d'œil au début de Xavier. Vous savez, tout le monde s'amuse à faire un check-in partout, Foursquare. Vous êtes là. Quand vous regardez un film à la télé, sur votre Freebox par exemple, vous faites un check-in sur GetGlue, et bien maintenant il y a une nouvelle appli, c'est IJML, c'est quand vous venez de faire quelque chose avec madame ou avec monsieur. Quelle drôle d'idée. Juste après, tu traduis s'il te plaît? Juste après, vous faites un check-in IJML, I Just Made Love. C'est gratuit, c'est sur iPhone. Voilà. C'est mignon. Ouais. Mytho. Oui, mais c'est Rodrigo. Emmanuel Paquet, ton coup de cœur. C'est comme la WeThings, ça mesure ton poids, ça va mesurer la fréquence de l'idée, ça va être très bien. Moi, c'est un vieux truc. Donc ça date d'il y a 6 mois, mais je l'ai découvert à Noël. C'est une appli iPad qui s'appelle The Fantastic Flying Books of Mr. Maurice Lesmore. Donc ça a été fait par un ancien de Pixar qui a été créé un studio qui s'appelle Moonbot, et c'est un livre interactif, c'est incroyable. On peut jouer avec les images, c'est un mélange d'un dessin animé Pixar avec des animations. Enfin bon, moi mon fils en est fou, je trouve que c'est vraiment extraordinaire et ça laisse présager des super choses sur les livres multimédia. Bon, on verra parce que c'est d'actualité avec un Apple Event pour bientôt, la semaine prochaine si tout va bien du côté de New York. Emmanuel Torregano, ton coup de cœur. Faut changer des prénoms les gars, là ça va pas. Oui, alors moi en fait c'est une petite application que j'ai découvert il y a une dizaine de jours à peu près qui s'appelle Météo Live, donc qui vient enrichir déjà l'extrêmement fournie bibliothèque d'apps météo de l'iPhone.
Alors vous me direz, encore une application météo. Encore une application météo. Voilà. Et donc je vous répondrai, oui, encore une application météo. Celle-ci a quand même une spécificité que j'aime bien, c'est que par un petit truchement, par une petite biaiserie, elle utilise le système de mention. Vous savez, les espèces de petites bulles qui sont accolées aux icônes des applications pour vous donner la température exacte du jour. Donc vous n'avez même pas besoin de l'ouvrir. Vous voyez, elle est là, si on la voit. On la voit peut-être ici. Elle vous donnera par exemple qu'aujourd'hui il fait exactement 10 degrés. Notification. Il n'y a pas besoin, voilà, c'est la petite bulle de notification qui vous donne la température exacte de l'endroit où vous êtes, parce qu'évidemment elle se géolocalise et tout ça. Elle coûte un prix certainement modeste, mais dont je ne me rappelle pas. Et autour de 1 euro, quelque chose comme ça, je crois, si je me rappelle. Non mais attendez, quel est 1 euro? Non, mais ça vaut rien, 1 euro. Elle vaut à peu près la moitié d'un forfait free, pour vous dire comme quoi. Allez, pas merci Emmanuel. Et elle est très, très pratique. C'est un peu, c'est le retour du widget météo qu'on attendait. On va voir. Sur iPhone. Xavier Niel, votre coup de cœur, votre coup de gueule? Moi, je me suis fait un beau cadeau pour Noël. Je me suis acheté ce clavier pour mon Mac au bureau. Je crois qu'on a le même, voilà, et que j'adore parce qu'on a des touches plus grosses. On n'a pas à clavier solaire de Logitech. Ouais. On n'a pas rechargé, on n'a pas à le recharger parce que moi, une fois sur deux, je suis déchargé. Les touches sont plus grosses. On peut le mettre partout. J'adore, voilà. Donc et ça reprend un peu le design de l'iMac qui est à côté de vous parce qu'il a un iMac sur son bureau. Voilà. Mais c'est très cher parce que j'ai payé ça. Je sais plus 70 €, je crois. C'est le prix, mais c'est très sympa. Ouais, mais c'est bon pour l'environnement. 35 forfaits, ouais, c'est cher. Ouais, 3 ans d'abonnement free et je trouve ça redevable. Bien, en ce qui me concerne, c'est un service de développement d'applications pour iPhone, pour iPad, pour Android, pour Windows Phone 7. En fait, c'est une sorte de SDK en ligne. En clair, c'est un service. Vous n'êtes pas développeur. En 5 clics, vous avez une application pour votre entreprise, pour votre association. C'est tout automatique. C'est assez bluffant. C'est même validé directement par ce service auprès d'Apple. Je suis très fier parce que non seulement c'est une boîte française, mais c'est une boîte insulaire, messieurs, dames. C'est une boîte corse qui fait ça. Ça s'appelle Good Barber. Ça coûte simplement 30 € par mois et vous avez votre application clé en main et ça marche quasiment tout seul. C'est ce qu'on utilise nous, on refait le Mac et ça marche très bien. Good Barber, 30 € par mois. Combien du pourcentage qui va à l'impôt révolutionnaire? Bien, voilà, on est fâchés. Messieurs, merci d'avoir participé à cet épisode d'On refait le Mac. On vous retrouve Emmanuel Paquette chaque semaine dans l'Express. Mais... Emmanuel Torino tous les jours. Chaque semaine, il faut bosser un peu quand même. Et sur son blog. Ils veulent pas. Ouais. Et sur son blog, c'est ça. S'appelle Ticketnet, c'est ça? Voilà. Non, Ticketnet. Heureusement que je suis là pour faire la promo. Emmanuel Torregano, vous le retrouvez chaque jour sur electronlibre.info et chaque semaine, vous retrouvez On refait le Mac sur Electron Libre. Salut Emmanuel. Monsieur X, vous le retrouvez chaque semaine dans sa cuisine. Et oui. Et sur Twitter, quand j'ai des choses intéressantes à dire, mais c'est pas trop Mister X, c'est son pseudo. Monsieur X. Rodrigo, vous le retrouvez également dans son salon et sur Twitter. Et au resto, souvent sur Pass. Oui. Mytho. Et Xavier Niel, merci de nous avoir accueillis. Merci de votre invitation. Disponibilité. Ça a duré très longtemps cet enregistrement, ça a duré très longtemps les préparatifs. On sait que votre temps était compté, c'était très sympa d'être aussi disponible, c'est plutôt rare. Voilà, merci à vous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir.